Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, on va s'atteler à pirater la machine DC9. Alors DC9, on connaissait bien les DC puisqu'on a déjà fait sur Acksize la DC1 et la DC4. Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire la DC9, déjà parce que c'est des machines qui sont réalistes et moi j'aime bien les machines réalistes qui permettent d'apprendre le pentest. Et aussi parce que je suis tombé sur un write-up sympa en plus d'une cyberféministe que je vais vous afficher ici. Magda Shelley elle s'appelle. Et donc je vais me baser sur ce write-up pour pirater la machine en question. C'est pour ça qu'on va pas mettre 4 heures comme c'est le temps donné par Outme, mais je vais directement prendre le bon chemin pour résoudre la machine, comme ça en une demi-heure ça devrait être torché. Donc on commence par faire un scan and map comme d'habitude de la cible, mais comme j'ai déjà fait, pas la peine d'attendre. Ça trouve ceci. Donc on voit qu'il y a le port 22 et 80 ouvert. On voit qu'il y a pas mal de vulnes sur le Apache qui n'est pas à jour. Mais ce sera pas la piste à suivre pour pirater cette machine. Comme à chaque fois pratiquement, la première chose à faire c'est se connecter sur la machine en HTTP. Donc on cible la CTF05, c'est marqué ici. Ah non, 02, autant pour moi. On est sur la salle 2. Voilà, donc on tombe sur un site assez basique. Quand on va dans Display All Records, on voit qu'on a un paquet de numéros de téléphone, d'adresse mail. Donc ça nous permet déjà d'avoir une liste de noms d'utilisateurs qui pourrait être intéressante. On voit qu'on a un champ recherche qui permet de faire des recherches. Donc là par exemple si je tape Rachel, ça m'affiche un des records qui était là. Et on a Manage dans lequel il faut un login mot de passe. Mais quand on essaye admin, ça ne passe pas. Très bien, très bien. Donc à partir de là, on va faire comme ce qu'on a fait aussi dans les précédentes vidéos. On va utiliser GoBuster. GoBuster qu'on a déjà utilisé sur la machine Sense. Donc GoBuster dir -URL notre cible c'est CTF02 -w, on va prendre la liste dans user share word list de dirb common, j'aime bien celle-là parce qu'elle est petite et elle a les trucs les plus courants, et on va ajouter les fichiers avec l'extension txt et php. Comme on voit ici c'est du php et txt, on sait jamais s'il y a des fichiers publics accessibles qui ont l'extension txt. Donc une fois qu'on a fait ça, je fais pas de pause parce que ça va aller assez vite, la liste étant petite. On voit qu'il trouve différentes choses, par exemple le config.php. Mais le config.php n'affiche rien parce que ça exécute du code côté serveur et dans ce code il n'y a aucune output qui est affichée. Donc ça va pas nous aider. Et si on affiche, donc on les fait un par un, mais je vais directement à celui-là qui est intéressant, c'est le welcome.php qui est intéressant. Et celui-ci il est intéressant car comme vous le voyez quand on va dessus, ça redirige vers manage.php et surtout ça nous indique qu'on est bien logué en tant qu'admin, alors qu'on s'est pas logué du tout, c'est pas authentifié. Et en plus il y a un file does not exist, donc là on dirait qu'il y a une LFI, local file inclusion. On en a déjà parlé brièvement dans la précédente vidéo. Donc local file inclusion, c'est l'idée qu'il y a un include dans le code PHP quelque part où on lui spécifie le fichier, et du coup si c'est mal configuré, c'est-à-dire si on peut dans une entrée utilisateur spécifier le fichier, on va pouvoir afficher n'importe quel fichier du système. Donc c'est super intéressant d'un point de vue attaquant, on peut même exécuter du code avec ça dans différentes configurations, mais ça ne sera pas utile sur cette machine. Par contre, donc sur cette machine, en plus c'est un peu, c'est pas super passionnant, on va vite passer sur cette partie parce que déjà en fait le but de cette LFI ça va être d'afficher la configuration du port knocking pour faire le port knocking et activer le port SSH.
Nous on n'a pas besoin de le faire puisque sur Route 1000 les machines, je sais pas pourquoi, quand il y a du port knocking, c'est pas activé et en gros le port est déjà ouvert. Donc nous on n'a pas besoin de suivre cette partie pour ouvrir le port SSH. Donc ça c'est la première raison qui fait que c'est pas super intéressant. La deuxième raison c'est que il faut deviner, même si c'est assez facile, en fait c'est le paramètre file qu'on pourra utiliser pour faire cette local file inclusion. Mais il n'y a pas de, en tout cas sur le write-up de Magda, elle dit pas comment elle l'a deviné, même si j'avoue que c'est assez facile à deviner. Après on peut faire du fuzzing pour trouver ce paramètre en question. Mais voilà, c'est la petite partie qui était pas ouf et qui va pas nous intéresser, mais je vous montre quand même que effectivement avec la LFI, on a possibilité d'afficher par exemple le fichier etc_passwd, qui est le fichier sur lequel on teste souvent les local file inclusion, puisque c'est un fichier lisible par tous les utilisateurs du système Linux. Et donc on voit bien que sur cette machine, il y a différents utilisateurs. On voit que ça fait référence à Friends, hein. Il y a Ross Geller, Monica Geller, Rachel Green, etc. Et ça correspond aux utilisateurs qu'on avait vus ici. Ils sont Monica Geller, Ross Geller, etc. Donc ça sent la réutilisation de mots de passe. Si on arrive à accéder au mot de passe de ces utilisateurs, potentiellement on pourra essayer de se connecter en SSH à la machine avec ces mots de passe. On va voir que ça va être le cas, mais dans un premier temps il faut récupérer ces mots de passe. Et pour récupérer ces mots de passe, la faille de cette machine c'est une SQL injection. Une injection SQL en français. Et pour la trouver, donc le plus simple c'est d'utiliser SQL Map, hein, il va tout faire automatiquement. C'est ce qu'on va faire dans un second temps, mais je vais montrer dans un premier temps comment on fait ça à la main et comment fonctionne un peu SQL Map. On va dire ça comme ça, même si je vais pas détailler, parce que SQL Map lui va être plus rapide, il va faire des requêtes qui vont optimiser la chose. Moi je vais juste montrer un peu le concept de base d'une injection SQL. Donc l'idée c'est que souvent il suffit de mettre un simple quote ou un double quote et on voit qu'il y a une injection SQL possible. Ici on le voit pas, on voit que si je mets un simple quote ça renvoie 0 résulte, tout comme ça envoie 0 résulte si je mets rien du tout. Par contre si je mets Rachel, là c'est censé trouver quelque chose, si je mets Rachel simple quote ça trouve rien. Donc là quand même on sent que le simple quote a l'air de faire quelque chose. Mais c'est pas sûr, peut-être tout simplement il cherche Rachel avec le simple quote. Par contre si je fais une injection SQL assez classique qui consiste à faire or 1 égale 1 dièse point virgule, je pense qu'il sert à rien mais bon, on peut le mettre, on voit que ça renvoie tous les champs. Donc là ça confirme que l'injection SQL passe. Pourquoi? Parce qu'en gros on a une requête qui fait un truc du style select search from table name. Et du coup, le search, donc il est dans le code PHP, il a l'air d'être codé comme ça. Donc quand moi, de mon côté, j'injecte ça, ça veut dire que je mets dans le champ search cette valeur. Du coup, ça fait quoi? Ça fait une requête qui fait je cherche Rachel ou 1 égale 1 et le caractère H met tout le reste en commentaire, donc tout le reste est ignoré. Du coup ça fait quoi? Ça fait select Rachel ou 1 égale 1, 1 égale 1 étant toujours vrai, on aura donc toujours vrai, et c'est pour ça que ça affiche l'intégralité des réponses, puisque c'est toujours vrai. Donc ça nous confirme que l'injection SQL passe. Maintenant, comment faire pour extraire des informations intéressantes de cette base de données? C'est là qu'intervient le union. Donc le union c'est très utilisé dans les injections SQL. Pourquoi? Parce que ça permet de joindre une autre table à la table courante de la requête. Donc en gros, si je repars de 0 et que ici j'injecte Rachel, au lieu de mettre or, je vais mettre union select nul. Je vais mettre 2 tirets, ce qui correspond au dièse. Mais si vous voulez, on garde le dièse, je pense que ça pose pas de souci. On voit que ça passe pas. Et potentiellement, ça passe pas parce qu'il n'y a pas une seule colonne. Donc ça génère une erreur derrière. Et l'union se passe pas comme il faut. Comme on n'a pas l'affichage des erreurs, on ne voit pas. Donc on peut essayer avec 2 colonnes. Ça ne marche toujours pas.
Et si on essaye un par un comme ça, et qu'on va jusqu'à... on va en mettre 6 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bim, 6. Là on voit que ça passe. Donc, conclusion, ça veut dire que quand on fait un union avec 6 colonnes, la requête fonctionne. Donc c'est un select. Dans le select search là, en fait, il doit chercher 6 colonnes. Genre ça doit faire search 2, 3, 4, 5, 6. Et nous en fait on n'injecte qu'une seule des 6 colonnes, mais derrière, voilà, c'est plutôt comme ça. Mais derrière il y a d'autres colonnes qui sont utilisées, on ne sait pas lesquelles. Voilà, donc premier point, on a trouvé le nombre de colonnes qu'il y a dans la requête SQL dans laquelle on injecte quelque chose. Maintenant qu'on a ce nombre de colonnes, on aimerait bien afficher des choses. Donc par exemple, si j'utilise le 6e champ pour afficher Lisbeth, on voit que ça fonctionne. Tiens, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il me semblait que ça fonctionnait pas. C'est curieux ça. Et si je mets Lisbeth Rocks, ah ouais, ça va passer. Il me semblait qu'il fallait utiliser le 5e champ, mais peu importe. Donc là on voit qu'on peut afficher de la donnée, enfin en tout cas de la donnée, oui c'est ça, dans cette colonne, dans email. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'afficher des données intéressantes. Et par exemple je peux utiliser une seconde requête select à l'intérieur de la première requête select. C'est-à-dire, si au lieu de mettre Lisbeth Rocks, je mets un deuxième select dans le select, avec AA version, pardon, comme ça. Donc ça au final, si on reprend la requête originale, ça va faire, au lieu de search, j'injecte ça, donc il select rien du tout, il fait un union avec une deuxième requête SQL qui a donc 6 colonnes, et dans la 6e colonne, il va faire select AA version qui est censé afficher la version de SQL utilisée. Et on va voir si ça marche. Bim, ça marche, on voit que il nous affiche que c'est MariaDB version 10.3.17. D'ailleurs c'est sur du Debian, enfin en tout cas sur du Debian based. Donc on sait que maintenant c'est du MySQL et on peut comme ça extraire de la donnée petit à petit. Comme je n'ai pas trop envie d'y passer 3 plombes, on va utiliser SQLmap pour automatiser tout ça et aller bien plus vite. Alors je vous montre, je crois que j'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais ça coûte pas grand chose de le refaire. Je vous montre comment je fais d'habitude pour faire ce genre de choses rapidement. Donc j'utilise burp. Donc comme j'utilise burp, je vais avoir besoin de spécifier comme proxy burp. Next, start, ici je dis que j'utilise burp, donc le port 8080 qui est le port par défaut sur burp. Je vais pas mettre l'intercept, je peux pas en avoir besoin, et ici je vais faire une requête normale qui marche, parce que le but c'est pas de mettre directement l'injection qui fonctionne, sinon ça peut être plus chiant à gérer, et je vais laisser SQLmap le trouver tout seul. Donc je fais clic droit sur cette requête où je sais que le champ search est faillible à une injection SQL. J'enregistre dans un fichier, on va mettre rec pour request. Et maintenant il me reste plus qu'à faire SQLmap-r rec. Et donc il va automatiquement, normalement, trouver qu'il y a une injection SQL possible. Donc oui, il la trouve déjà apparemment. Ah, j'ai fait oui un peu vite, qu'est-ce qu'il faisait? Do you want to include all tests? Ok, si tu veux. Voilà, donc ça met un peu de temps, mais il trouve qu'en effet le paramètre search
et injectable. C'est quand tu veux. Et si ça met trop de temps, je vais faire une pause. Normalement, c'est assez rapide. Bon, j'imagine que quand je vais faire pause, c'est là où il va finir. Ok, donc il a bien trouvé l'injection. Si je dis pas de bêtises, oui voilà. Identify le point d'injection, parfait. Donc maintenant qu'il a trouvé ce point d'injection, je vais lui demander d'afficher par exemple les bases de données qui sont disponibles dans la base de données dans laquelle on peut injecter. Très rapidement, il identifie qu'il y a 3 bases de données disponibles. Information Schema qui est la base de données par défaut sur les MariaDB. Staff qui est la base de données dans laquelle on injecte, ça je le sais parce que si je fais un current DB, il m'affiche bien qu'on est actuellement dans la staff. Et il y a une base de données qui s'appelle users. Donc celle-là elle peut être très intéressante parce que potentiellement dedans il y a des users mots de passe qui sont probablement liés à l'application web sur laquelle on est en train d'injecter. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pas me faire chier, je vais lui dire dans cette base de données users, je dump toutes les informations qui sont disponibles. Et je mets --batch juste pour éviter de dire oui à chaque fois. Et vous voyez très rapidement, il arrive à exfiltrer toutes les valeurs présentes dans cette database. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les usernames et les mots de passe évidemment, puisque c'est des usernames mots de passe qui nous permettront d'accéder probablement à l'application, et potentiellement encore mieux, qui nous permettront d'accéder au serveur en SSH, puisque je rappelle que le port SSH est ouvert, puisqu'on n'a pas eu à faire le port knocking grâce à RootMe. Donc c'est là qu'on est parti pour un brute force SSH. Donc la première chose, c'est que je vais avoir besoin de mettre tous les noms d'utilisateurs dans un fichier et tous les mots de passe dans l'autre. Donc pour ça, très rapidement, je fais un cut -f, je vais récupérer la colonne nom d'utilisateur qui est la 1, 2, 3, 4ème. Donc 4ème, séparé par des virgules. Là on voit que ça me fiche bien les noms d'utilisateurs, et j'envoie ça dans user.list. Je fais la même chose pour les mots de passe, mais j'appelle ça passe.list, et c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6ème colonne. Donc je vérifie, passe.list contient bien les mots de passe que l'on a extraits de la base de données MySQL. Il ne reste plus qu'à faire le brute force SSH. Donc hydra alors déjà, la première chose à faire tant que j'y pense, c'est de faire un -t4, puisqu'en SSH, si on bourrine trop sur les machines RootMe, ils ont tendance à planter. -l, nom d'utilisateur, c'est ça, -p, enfin c'est ce fichier qui contient une liste de noms d'utilisateurs, -p, c'est le fichier qui contient la liste des mots de passe, la cible ctf02.rootme.org, et on y va en SSH. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la bonne commande. Et je vais mettre une pause parce que là on bourrine pas trop à cause du fait que les serveurs RootMe sont un peu sensibles, donc ça va mettre genre 4-5 minutes normalement. Voilà, donc on voit qu'il a réussi à trouver 3 login mots de passe en SSH. Donc là dans la vraie vie je les aurais testés un par un pour voir un peu à quoi j'ai accès, mais là pour gagner du temps je vais aller directement avec l'utilisateur qui a quelque chose d'intéressant, qui est celui qui s'appelle Janitor. Et Janitor, donc, si on se connecte, yes, I love pipi. Voilà, donc Janitor, quand on se connecte, il a une chose intéressante dans son répertoire, c'est un répertoire secret qui s'appelle Secrets for Putin. Et à l'intérieur de ce répertoire, on a un fichier texte qui a l'air de contenir des mots de passe qu'il a trouvés sur des post-it. Donc on a quelques-uns, je sais pas, 5-6 mots de passe là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans une seconde password list que je vais appeler pass2. Je les colle dedans, bim, et on est reparti pour un autre brute force SSH, mais ce coup-ci je vais mettre password de list.
Donc dans la vraie vie, j'aurais continué en parallèle à fouiller ce que je peux faire avec Janitor et les deux autres. Mais là, comme je le fais avec les solutions, je sais que ce qui nous intéresse, c'est trouver, faire un mouvement latéral et se connecter avec un quatrième utilisateur. Et voilà, là ça a été plus rapide puisqu'il y avait moins de mots de passe. Et donc on a trouvé le mot de passe de l'utilisateur FredF. Donc je me connecte avec FredF sur la cible. Et ce qui est intéressant avec FredF, c'est que lui, il a le droit d'exécuter en sudo sans taper de mot de passe et exécuter en tant que route ce binaire. Donc quand je regarde ce binaire, soit je fais du reverse dessus, soit je fais un petit peu d'énumération et je vais dans le répertoire où il est présent, test. Je crois qu'il y a pas mal de choses, de librairies. Si je remonte d'un cran, rien d'intéressant. Si je remonte encore d'un cran, dans le répertoire devstuff, on voit qu'il y a un script Python qui semble être le code source depuis lequel est buildé le binaire test. Si j'affiche ce script Python, on voit qu'il est assez simple et en gros il prend un fichier en input. Non, pardon, donc il lit un fichier en input et il l'écrit à la fin d'un autre fichier en output. Donc quand il va le faire en tant que route, puisqu'on va l'exécuter avec sudo, ça veut dire qu'on peut écrire dans n'importe quel fichier en tant que route. Dans quel fichier est-il intéressant d'écrire? Eh ben, on a plusieurs possibilités, mais un classique c'est le fichier etc passwd. L'autre ça aurait été la configuration sudo. Donc vu qu'on peut écrire dans le fichier etc passwd, on peut se créer un utilisateur qu'on va appeler Lisbeth par exemple, et à qui on va donner les droits route. Pour cela, je vais utiliser OpenSSL. Et OpenSSL, je crois pas en avoir déjà parlé dans les précédentes vidéos. C'est pourtant comment on appelle ça, un couteau suisse pour le hacking qui sert à énormément de choses. Donc en gros, c'est pour jouer avec SSL, mais ça va vous servir dans des cas, par exemple, ça peut servir de client IMAP. Donc pour un client mail, si vous n'avez pas de client mail sous la main, vous pouvez utiliser OpenSSL pour vous connecter en IMAP. Ensuite, vous avez la possibilité de faire du reverse shell. Genre sur une Windows, il y a une machine dure dans Xbox où la technique pour avoir un reverse shell est d'utiliser OpenSSL. Bref, un couteau suisse qui sert à plein de choses, et nous là on va l'utiliser pour générer un mot de passe qui aura le bon format pour être dans etc passwd. Donc pour cela on va mettre -1 -salt, le salt ça va être rocks, et le mot de passe ce sera Lisbeth pass. Voilà, donc ça m'a généré le mot de passe dans le bon format. Du coup maintenant il me reste plus qu'à l'écrire dans le fichier etc passwd. Donc pour cela, je vais besoin de refaire ça. Je vais faire echo l'utilisateur, donc on dit qu'il s'appelle Lisbeth. Je prends la valeur que je viens de générer avec OpenSSL. Ensuite 2.0, ça c'est pour dire qu'il aura pour UID GID 0, c'est super capital parce que c'est ça qui fait que l'utilisateur Lisbeth que l'on est en train de créer aura les droits route. Son répertoire par défaut ce sera /root et le shell par défaut ce sera binbash. Et donc tout ça je vais le mettre dans un fichier temporaire que je vais appeler tmp-tenflow. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire sudo le fameux binaire que l'on a le droit d'exécuter en tant que route sans mot de passe qui s'appelle test. Et donc test, le premier argument c'est le fichier qui va lire, donc c'est le fichier que je viens de créer. Et le second argument c'est le fichier dans lequel il va écrire à la fin. Et donc je vais écrire à la fin de etc passwd. Et si tout a bien fonctionné, on a bien l'utilisateur Lisbeth qui est créé. Il ne reste plus qu'à faire su Lisbeth. Le mot de passe c'est Lisbeth pass que j'ai créé. Perdu. Je le refais. Lisbeth pass. Voilà. Et bim, on est route. Donc je peux afficher le flag passwd pour dire que j'ai poney la machine. Voilà pour cette machine DC9.
Donc je boot la box. Et donc il y a eu pas mal d'erreurs faites par l'administrateur ou l'administratrice de cette machine. La première, c'est que l'application utilisée contient une injection SQL, donc une entrée utilisateur qui n'est pas nettoyée comme il faut. Donc ça nous a permis d'accéder à la base de données de l'application. Dans cette base de données, il y avait des user mots de passe en clair. On a eu de la chance, mais après dans la vraie vie c'est très courant. Les user mots de passe ont été réutilisés en SSH vis-à-vis entre l'application web et le SSH. Donc on a pu se connecter en SSH avec un premier utilisateur qui avait des mots de passe dans un fichier texte, des mots de passe qu'il avait lus sur des post-it. Donc on a pu réutiliser ces mots de passe pour accéder en SSH avec un second utilisateur. Et ce second utilisateur avait une configuration sudo qui n'était pas très propre, qui nous donnait accès à un fichier permettant d'écrire n'importe où en tant que root. Et quand on peut écrire n'importe où en tant que root, on peut devenir root, puisqu'on peut écrire dans etc passwd. Voilà pour cette machine, j'espère que ça vous a plu et que vous passez un bon été dans la chaleur. Et donc je vous dis à la semaine prochaine en espérant que vous avez fait un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.